Bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le seul podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles, soutenu cette année à nouveau par la FFAC et l'ANM Chien Guide. Amoureux des chiens, passionnés d'éducation canine, futurs bénéficiaires ou autres curieux comme moi, vous croisez parfois des chiens guides d'aveugles et leurs maîtres en vous demandant comment font-ils pour se déplacer dans nos rues toujours plus agitées. Ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée. Je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris depuis des années. Persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu, je vous partage dans ce podcast les échanges que j'aurais tout à fait pu avoir en face à face autour d'un verre avec mon invité. À l'occasion de l'été, je n'ai pas pu me retenir de tendre mon micro à des bénéficiaires de chiens d'assistance pour de nouveaux hors-série de l'été. Et pour ce 4e et dernier hors-série, je vous présente Ludivine et Estia, son chien d'assistance qu'elle est en train de former. Dès toute petite, Ludivine a souhaité avoir un chien, alors quand l'occasion s'est enfin présentée, y ayant réfléchi toutes ces années, elle n'a pas hésité. Entre-temps, quelques pathologies s'étaient invitées dans son quotidien, dont la principale, la fibromyalgie. Ainsi, elle pense tout de suite à apprendre quelques tâches de chien d'assistance et décide finalement de se faire accompagner pour cela. Mais comment se déroule la formation en Owner Training ? Et quelle aide lui apporte Estia ? Des tout débuts de sa maladie à son quotidien aujourd'hui, Ludivine revient sur l'arrivée d'Estia et les évolutions qu'elle a connues depuis. Elle nous raconte aussi pourquoi elle a choisi le Owner Training ou la formation par le bénéficiaire. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Ludivine. Bonjour Estelle. Merci d'avoir accepté mon invitation en plein cœur de cet été 2023. Je voudrais déjà te remercier parce qu'on a eu quelques changements de date, changements de plusieurs choses, les mails qui buguaient, ces petites choses, et donc merci pour ta patience. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Oui, alors je m'appelle Ludivine, j'ai 24 ans et je vis à Dijon. Donc pour ceux qui situent un peu mal dans la France, c'est là où il y a la moutarde et c'est vers l'est en Bourgogne, la moutarde et le vin. Donc je vis avec mon conjoint et j'ai 2 chats et un chien. Le chien dont on va parler aujourd'hui. Pour l'instant, je suis au chômage depuis 1 an, parce qu'avec le handicap et les maladies chroniques, c'est compliqué de trouver un emploi. Mais je passe une grande partie de mes journées à gérer un site internet et un compte Instagram qui s'appelle La vie en fibromyalgie. Et mon but, c'est d'aider les malades chroniques, les patients, toutes les personnes qui ont n'importe quel type de handicap au quotidien. Donc leur donner beaucoup d'informations sur les pathologies, sur leurs droits, les aider surtout pour faire les dossiers d'aide, genre MDPH. Parce que c'est toujours très compliqué pour les patients, et leur donner des conseils et les guider. Il y en a beaucoup qui sont en errance médicale et du coup, je les aide à amoindrir le temps de diagnostic. Donc tu parlais de ton compte Instagram, on va tout de suite redonner son nom, c'est donc La vie en fibromyalgie. Ce partage d'infos-là, tu en fais beaucoup. Ça fait partie de ta vie depuis combien de temps ? Est-ce que c'est depuis toute petite ou est-ce que ça s'est développé plus tard, la maladie ? Alors, la fibromyalgie en soi, ça fait 10 ans, donc ça s'est développé à l'adolescence. Au début, ça a commencé avec juste des problèmes de douleur dans les bras, dans les mains. Et après, ça s'est propagé à tout le corps. Donc, au bout de 1 an déjà, je pouvais plus écrire. Donc j'ai dû adapter ma scolarité pour utiliser un ordinateur, pour faire des contrôles, des choses comme ça, même le bac. Et donc la fibromyalgie, c'est une maladie chronique qui crée des douleurs donc musculaires, articulaires. C'est un peu comme si la zone du cerveau qui gérait la douleur s'allumait tout le temps au lieu de s'allumer que quand on se cogne. Donc on a un peu les douleurs comme si on s'était cogné contre un mur, mais tout le temps. Ok. Voilà, ça crée aussi une grande fatigue chronique. Qu'on dorme 2 heures ou 12 heures, on sera toujours aussi fatigué. Des problèmes de concentration, voilà. Ça varie d'un malade à l'autre, mais en gros, c'est surtout les douleurs et la fatigue qui sont problématiques. Après, je cumule avec beaucoup d'autres pathologies. Là, par exemple, on est en train de me diagnostiquer
trouble de l'attention et un trouble du spectre autistique. Donc, une grande partie de ma vie, c'est le côté malade, hôpitaux et, et voilà, suivi médical. En fait, ce que tu dis aussi par rapport à tout ça, c'est qu'il y a encore beaucoup de diagnostics en cours Ouais. qui t'amènent à faire des examens, hein, comme ce matin tu le partageais sur ton compte, qui ne sont pas que des examens médicaux, dans le sens où tu as des examens médicaux, mais ça repose aussi beaucoup de questions sur ce que tu ressens au quotidien, comment ça évolue, enfin à quelle cause tu dois rattacher ce que tu ressens au quotidien. Il y a toujours beaucoup de remises en question. Enfin, depuis 10 ans que j'ai commencé à être vraiment malade chronique, ça fait 10 ans que dès que j'ai un symptôme, je me dis ça peut être lié à quoi, mais souvent ça peut être lié à 3 pathologies en même temps, donc on sait jamais. Et puis après, je découvre l'existence d'une autre pathologie et je me dis mais ça pourrait expliquer des choses. Et enfin, c'est compliqué. Puis après, il faut gérer aussi les médicaments et les effets secondaires. Donc, on sait jamais aussi si c'est nos symptômes ou les médicaments qui créent ça. Donc, ouais, c'est un peu compliqué, mais je commence à avoir de l'expérience. Là, je suis à peu près à 13 diagnostics différents. C'est pas pour le plaisir que je les collectionne. Enfin, je cherche pas à avoir le plus de diagnostics possible, c'est juste que... T'essayes juste de comprendre. Voilà. Et le problème, c'est que quand on commence, c'est comme quand on commence à lire un livre, après on a envie de lire la suite et voilà. Là, un diagnostic en entraîne un autre et voilà. Bon, et dans tout ça, si on se parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un compagnon à 4 pattes qui est rentré dans ta vie. Comment ça t'est venu cette idée ? Est-ce que c'est quelque chose que t'avais découvert sur le tard ou depuis toujours ? Raconte-nous un petit peu ta relation avec les chiens d'assistance au sens large. Alors, d'abord ma relation avec les chiens. À partir du moment où j'ai su parler, j'ai demandé à avoir un chien. Donc ça fait un long moment. Et bon, on habitait à Lyon, on était en appartement, donc bref, mes parents disaient non. Donc j'ai toujours dit, quand je vivrai seule, j'aurai un chien, de toute façon. Et pendant les études, c'était pas forcément le bon moment. Et là, le fait est qu'on a déménagé et que maintenant, on a un appartement avec jardin. Donc déjà, c'était un peu plus simple à gérer. Et ça faisait longtemps que j'en voulais un, mais je suis tombée sur une annonce à un moment donné et je sais pas, c'était le bon timing. Et du coup, c'est pas... Je veux pas que les gens pensent que c'était un choix irréfléchi parce que c'était réfléchi depuis très longtemps. J'avais tout calculé dans ma tête. Vraiment, je savais dans quoi je m'engageais. C'est juste que en 2 jours, j'ai eu un chien du moment où on est allé la voir et où on l'a prise. C'était le dernier chiot de la portée que personne voulait parce que elle était pas... Enfin, elle est lof, mais elle répond pas aux critères... de beauté de la race parce c'est un berger australien et elle a la tête quasiment toute blanche et donc les gens la voulaient pas. Et donc j'ai eu ce petit chiot qui arrivait à 3 mois et demi. Au début, je m'étais dit que je lui apprendrais 2-3 tâches d'assistance, mais de mon côté parce que je connaissais pas encore les associations qui existent de nos jours. Parce que tu avais tout de suite pensé dans l'évolution de tes différentes pathologies, tu disais le chien que tu voulais depuis toute petite, t'avais déjà envisagé qu'il puisse t'assister dans certaines tâches dont tu avais besoin ? Ces dernières années, oui, parce que j'avais pensé à faire une demande à Handi Chien. J'ai découvert les chiens d'assistance assez tard, d'une manière générale. Je connaissais, comme beaucoup de gens, j'avais déjà entendu des chiens guides d'aveugles, mais c'est tout. Et non, en fait, il y a des chiens d'assistance qui peuvent aider pour beaucoup, beaucoup de choses. Donc, j'avais entendu parler de ça, mais en fait, ce qui me dérangeait chez Handi Chien, en fait, c'est vraiment au cas par cas. Handi Chien, ça peut être très bien, mais pour moi, ça allait pas parce que, c'était un chien qu'on nous donnait, mais du coup, on pouvait pas vraiment le choisir. On n'était pas... C'était comme un chien de prêt et dont on n'était pas propriétaire. Et c'était ça qui me dérangeait, en fait. Moi, je voulais pouvoir choisir la race de mon chien, son nom, et pouvoir vraiment m'impliquer et l'avoir depuis tout bébé, en fait. Et donc, par hasard, Instagram m'a proposé 2-3 comptes à suivre. Et là, j'ai découvert le Owner Training. En gros, ça part du principe que certaines personnes handicapées sont handicapées, mais sont quand même en capacité
d'éduquer un chien. Et donc, étant donné qu'il y a beaucoup trop de demandes, enfin, si on devait répondre à toutes les demandes, il n'y a pas assez de chiens d'assistance formés pour en donner à tout le monde. Donc, l'idée, c'est que la personne handicapée forme son chien avec l'aide d'un éducateur spécialisé, le suivi d'une association spécialisée là-dedans. Mais ça permet et d'impliquer la personne dans la formation du chien et aussi donc de lui apporter des connaissances qu'elle n'aurait pas forcément si on lui donnait juste un chien à 2 ans. Ça permet aussi de réduire les coûts, surtout de formation, parce que ça coûte très cher un chien, par exemple chez Andy Chien, et là le coût de formation est vraiment moindre, vu que c'est un peu assuré par la personne qui en est bénéficiaire. Après, le coût de formation dont tu parles chez Andy Chien et puis Chien Guide, c'est pareil, c'est très cher, mais du coup c'est quand même une remise gratuite pour le bénéficiaire. Oui. Faut le préciser, nous on le comprend, on le sait. C'est super bien, hein. Franchement, j'ai rien contre Andy Chien, c'est juste, même la formation en owner training, c'est quand même un coût, parce que par exemple dans des pays en Suisse, les associations prennent tout en charge, même en owner training, enfin on paye 50 € l'adhésion et c'est tout. Alors qu'en France, pour l'instant, il n'y a pas de subvention de l'État et tout ça, donc tout repose sur les dons, et vu que les gens connaissent très peu, il y a peu de dons, donc faut souvent, enfin quand on se lance dans le owner training, faut être capable d'assurer de pouvoir payer les cours d'éducation, en plus des frais que représente un chien normal. Ouais, un chien de compagnie. Et ce que tu dis sur le owner training, donc owner training en anglais, c'est vraiment la formation par le bénéficiaire. C'est comme ça qu'on pourrait le traduire. Alors, en début du mois, là, on a parlé dans l'épisode 66 avec Marie de la formation de son chien de médiation, mais du coup, c'est pas un chien d'assistance en tant que tel, puisqu'il assiste plusieurs personnes. C'est vraiment la chien de médiation, et c'était elle qui était formée pour former son chien. Là, c'est un peu pareil, hein, au mois d'août, on parle de owner training. L'idée, c'est que toi, tu as choisi, et c'est un choix qui existe, de former ton propre chien pour l'avoir chiot, pour choisir sa race, son nom, etc. Mais tout en étant accompagné par une association. Et ça, c'est important parce que du coup, tu es accompagné par un éducateur spécialisé canin qui va t'apporter ce complément d'information et d'éducation que toi, tu as pas pour aider, du coup, Estia à devenir ton chien d'assistance. Voilà. Surtout étant donné que c'était mon premier chien, donc je connaissais, enfin, tout le monde peut lire des livres sur l'éducation d'un chien, mais quand on se retrouve face à un chien, c'est pas pareil. Donc clairement, il y a vraiment besoin d'accompagnement, et ne serait-ce que pour comprendre les signaux canins, enfin un peu tout le fonctionnement du chien. Et c'est clair que, enfin, le owner training, il faut que ce soit supervisé par une association. C'est pas n'importe qui peut se mettre à éduquer son chien. Oui, c'est sûr qu'on en avait parlé dans l'épisode que j'avais fait avec Ariane, justement. Ariane nous avait parlé de cette question de faire du owner training. Elle l'avait détaillé dans l'épisode 56, mais c'était pas forcément quelque chose qui était à la portée de tous, parce que... non, clairement. Pour les chiens guides, on n'en parle même pas, parce que éduquer son chien guide d'aveugle en étant déficient visuel, on le conçoit assez bien, c'est difficile. Et c'est vrai que pour certaines pathologies, ça peut être possible, et donc c'est ton cas. Voilà. Mais ça prend énormément de temps. C'est pas négligeable. C'est un investissement en termes de temps, et psychologiquement aussi. Enfin, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de temps et d'implication. C'est comme avoir un deuxième travail, quoi, en quelque sorte. Et donc, tu nous disais, avec tes différentes pathologies, quand tu as réfléchi à prendre quelques commandes à Estia, c'était de quel ordre ? Comment elle pouvait t'aider ? Comment tu avais prévu ça ? C'est vrai qu'au début, découvrant un peu le monde du chien d'assistance, et encore plus le owner training, je savais que par exemple elle pourrait m'aider pour rapporter des objets ou ramasser des objets, parce que c'est vrai que souvent je me mets à avoir mal à la main, et donc je peux lâcher un objet, par exemple les clés, et se pencher, ça peut faire mal aussi, donc c'est toujours pratique si ma chienne pouvait me les rapporter. Ça peut être aussi m'apporter ma canne, ou faire un peu de l'alerte médicale, parce que des fois ça peut arriver que j'ai des étourdissements, des choses comme ça. Donc j'avais pensé à ça. Et j'ai aussi découvert la pressothérapie. Ça consiste à utiliser le poids de l'animal pour permettre de fluidifier la circulation sanguine et apaiser les douleurs et l'anxiété. Et donc ça m'intéressait beaucoup. Ça se pratique quand tu es couché, hein. Ouais. Elle monte pas sur tes épaules quand tu es debout. Non. La pressothérapie, pour imager un petit peu pour ceux qui écoutent, c'est quand tu es couché, le fait qu'elle puisse te mettre son poids sur ta cage thoracique notamment. Voilà. Donc d'un point de vue extérieur, ça peut aussi être sur les jambes, où je suis assise par terre, je tends les jambes et elle se couche sur mes jambes. Donc d'un point de vue extérieur, ça peut donner l'impression qu'elle fait un peu un gros câlin, sauf qu'en fait, ça demande beaucoup de concentration, parce que le chien doit rester dans une même position pendant un certain laps de temps. Enfin, c'est pas 2 minutes, c'est vraiment c'est sur la longueur. Donc quand j'ai découvert ça, je me suis dit mais il faut
enfin, il me faut ça pour les douleurs, en fait. Et en fait, j'ai découvert qu'un chien d'assistance, ça pouvait faire beaucoup plus que ça. Et donc, maintenant, elle m'aide aussi. Donc, elle me fait du guidage léger. C'est-à-dire que, de toute façon, c'est pas un chien aussi grand qu'un golden, donc je peux pas m'appuyer sur elle, bien sûr, parce que ça lui ferait mal. Mais par contre, avec une poignée de guidage adaptée, elle peut me guider dans la foule pour m'aider à trouver des sorties de magasins, par exemple. Des fois, je peux avoir du mal à me concentrer. Enfin, je suis très sensible au niveau sensoriel. Donc, s'il y a beaucoup de lumière, de bruit et d'odeur en même temps, je vais pas arriver à savoir bien me guider. Donc, par exemple, si je lui dis on va à la pharmacie, elle peut m'amener jusqu'à la pharmacie. Ou elle peut aussi me notifier, parce qu'on fait toujours les mêmes trajets en transport en commun. Elle me dit quand c'est le bon arrêt pour rentrer à la maison, par exemple. Et quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est que je me rends pas forcément compte quand je stresse. Donc, typiquement, je me mets à bouger les jambes ou à me gratter, à devenir agitée. Et ça, je m'en rends absolument pas compte. Donc, elle, en fait, dès qu'elle voit que je commence à trembler des jambes et tout, elle vient, elle pose sa patte, et là, je commence à me rendre compte et à me dire, ah oui, il faut que je déstresse et tout. Ça m'aide beaucoup, et elle le fait très régulièrement. Elle t'aide à conscientiser un peu ton état, du coup. C'est ce que j'allais te demander, dans ton quotidien, quelles sont les tâches qu'elle effectue le plus auprès de toi pour t'assister? C'est justement peut-être celle-là? Oui, il y a celle-là, donc ça m'a aussi permis de me rendre compte que j'étais très stressée, plus que ce que je pensais. Il y a aussi beaucoup de rapports d'objets ou de ramassage d'objets. Dont tu parlais. Ça m'aide bien. Et au final, elle me notifie de beaucoup de choses. Ça peut être le réveil qui a sonné et je me suis rendormie. Donc, généralement, le matin, toujours à la même heure, elle vient pour vérifier que je me réveille bien. Et oui, au quotidien, ça peut être tout ce qui est est-ce que tu as bien entendu la sonnerie? Est-ce que tu as bien compris que là, c'était l'arrêt, qu'il fallait descendre, des choses comme ça? Oui, donc elle joue un peu le rôle au quotidien que tu n'avais pas forcément envisagé. Parce que voilà, oui. Elle fait plus de choses que ce que tu pensais lui apprendre, en tout cas. C'est ça. Du coup, l'association, donc on va citer son nom, t'accompagne aujourd'hui. Anxiochien. Voilà, Anxiochien. C'est une association assez récente, mais c'est principalement fait pour les personnes qui ont de l'anxiété ou du TDAH, TSA. Clairement, c'est très dans la bienveillance, quoi. C'est Estia qui te sollicite. Le problème, c'est qu'elle me sollicite qu'avec des trucs qui vont faire du bruit, donc... Ah. C'est génial. Mais... Elle te sort toute la collection des choses qui font du bruit. C'est ça. Puis après, elle me dit, c'est l'heure de manger. Non, bah tu mangeras plus tard. Ouais, dans pas longtemps, Estia. On a bientôt fini. Et du coup, Anxiochien, comment ça s'organise? Tu as des cours avec eux? Vous avez des rendez-vous réguliers ou c'est plutôt des petites missions et de temps en temps vous voyez avec l'éducateur? En gros, j'ai une éducatrice qui me suit régulièrement. Estia a très envie de participer, qui me suit régulièrement. Donc après, en fonction du planning, on adapte, mais en général, on fait des cours toutes les 2 semaines. On choisit de travailler une chose en cours et après, moi, je travaille sur 2 semaines à la maison tous les jours. Ok. Puis après, on fait le point à la prochaine séance. Après, j'ai aussi un suivi à Anxiochien, donc je leur envoie des vidéos de comment ça se passe. En gros, on parle de l'évolution d'Estia sur différentes tâches. Et après, si j'ai des questions, on discute beaucoup entre bénéficiaires aussi pour se donner des conseils, voilà, et avec les membres de l'asso. Oui, on voit que c'est là où tu disais on n'est pas éducateur soi-même, donc on a besoin d'être accompagné. Oui, il y a toujours, on finit toujours par se poser beaucoup de questions. Et c'est pour ça que, enfin, dans toutes les associations, il y a vraiment cette idée que entre bénéficiaires, on peut s'aider. Tout le monde est là pour aider tout le monde. Donc voilà, on peut toujours compter sur les encadrants de l'association et les autres bénéficiaires pour s'aider. Et puis même, on a toujours des doutes par rapport à la loi et aux chiens d'assistance, où ils peuvent aller ou non. Donc c'est toujours bien de pouvoir demander conseil. Ça te permet de pas être toute seule, en tout cas, et d'échanger avec des gens qui sont déjà passés par là sur la formation du chien, c'est ça. Sur l'accès, sur les nouvelles choses que tu vas faire avec ton chien, les nouveaux endroits où tu vas aller. Et c'est sûr que
c'est l'intérêt de se sentir un peu moins seul et puis en même temps d'avoir une vraie compétence, une vraie expertise en face de l'association, quoi. Ouais. Ce que j'aime particulièrement avec le owner training, c'est que ça peut vraiment s'adapter à la personne. Par exemple, si on se met à développer une nouvelle pathologie ou des choses comme ça, on peut adapter. Le principe du owner training, c'est qu'on a une liste de tâches au départ de ce que le chien saura faire une fois certifié. Et au cours de la formation, si on se rend compte qu'il faut rajouter quelque chose ou qu'en fait il y a une tâche qui sert plus à grand chose, on peut modifier cette liste pour vraiment s'adapter à la personne qui en a besoin. Oui, c'est sûr que ce que tu disais à l'inverse, quand on a un chien qui est déjà formé par une association, dans le cas où on a une pathologie évolutive ou d'autres pathologies qui s'ajoutent, c'est plus compliqué pour s'adapter parce que c'est pas la même logique, tout simplement. On a un chien qui est déjà formé et donc on peut pas rajouter des briques comme ça au fur et à mesure. Oui. Ce que permet par contre le owner training. Bah écoute, on arrive sur les questions de fin. Je voulais te demander, comme je demande à tous mes invités, si tu pouvais nous confier ton pire et ton meilleur moment avec Estia. Alors, en meilleur moment, il y en a tellement... Enfin, c'est le quotidien, c'est mon meilleur moment. C'est juste que c'est impressionnant. Elle arrive à me faire sourire. C'est la seule qui arrive à me faire sourire quoi qu'il arrive, même dans une mauvaise journée. Et je l'ai aussi prise parce que j'étais en dépression et que j'avais besoin de sortir et tout ça. Enfin, tous mes médecins me disaient il faut sortir, bouger, voir des gens. Sauf que seule comme ça, c'est pas possible. Et donc, merci Estia. Et en fait, effectivement, elle me donne envie de sortir, juste faire des petites balades dans le quartier. En fait, ça change tout à ses côtés. Donc c'est ça mes meilleurs moments, c'est un peu tous les jours juste être à ses côtés. Et en pire moment, ça a été il y a toujours des refus d'accès, ça arrive toujours à un moment donné. Et moi, c'était un gros refus d'accès dans un resto asiatique. Style buffet à volonté. Et en gros, j'ai voulu y entrer. Ils ont dit, ah non, c'est pas possible. Donc, je leur ai expliqué la loi. Ils ont dit, ah oui, non, mais on connaît la loi, mais on préfère payer l'amende que vous faire rentrer, en fait. Et donc, j'ai dû appeler la police. Et le problème, c'est que ce refus d'accès m'a lancé dans toute une crise de panique sur le moment. Et Kestia a super bien géré parce que elle m'a vraiment aidée. J'ai fait un petit blackout et tout. Donc, elle m'a vraiment aidée à rester consciente. Enfin, ça m'a marqué et du coup, maintenant, je suis toujours un peu sur la réserve quand je vais dans un endroit parce que je sais qu'il y a potentiellement un refus d'accès et ça... Ouais, c'est un peu dur à gérer, mais bon, ça va avec. Mais en tout cas, quand on te suit sur les réseaux sociaux, on le voit que oui, ça arrive. Malheureusement, c'est que les refus d'accès arrivent et on essaye de faire tout pour que ça arrive le moins possible, voire plus du tout. Mais on voit aussi qu'Estia, dans ces moments-là, a aussi sa place, même si c'est par sa présence, entre guillemets, que tu as ce refus d'accès. Sans elle, face à ce refus d'accès, que tu n'aurais peut-être pas, ok, mais elle agit aussi sur ton anxiété à ce moment-là. Oui, oui. Même des fois, juste le fait d'avoir des retards dans les transports en commun, ça peut me stresser. Et juste sa présence, elle arrive à me détendre. Ça peut paraître bête, mais un chien d'assistance, c'est aussi se coller à son maître et lui demander des caresses et tout pour l'aider à se concentrer que sur ça. Et juste ça, c'est quand même une tâche d'assistance. Et c'est ce que tu expliques, parce qu'on a parlé de ton compte Instagram à toi, mais Estia a aussi son compte. Oui. Tu peux nous redonner le nom? Alors, c'est Estia, tiré du bas, un aussi en or, vu que c'est un berger australien. Voilà. Je pense que tu mettras tous les détails. Exactement. Voilà, sur les réseaux. Parce que je voulais parler du quotidien, à la fois du chien d'assistance et du chien de compagnie, parce qu'un chien d'assistance, ça bosse pas H24. Et c'est vrai que j'étais plus limitée sur mon compte plus professionnel sur le handicap. Donc, je me suis dit que j'allais créer son compte à elle. Et donc, on peut suivre ses aventures du quotidien et voir un peu ses accès publics, comment ça se passe, et surtout l'évolution de sa formation. En tout cas, c'est super complet entre tes différents comptes. On en apprend beaucoup. Moi, j'avoue que sur la fibromyalgie, je connaissais pas du tout cette maladie avant de te suivre, j'avoue. Et puis, c'est quand même intéressant de voir aussi comment ça se gère. Et puis, malheureusement, tout ce que ça entraîne. Tu disais, en ce moment, ton quotidien, il y a Estia, mais il y a aussi beaucoup de rendez-vous médicaux. Ouais. Mais j'espère que c'est pour avoir des réponses bientôt. Mais d'ailleurs, juste les rendez-vous médicaux qui sont tous très stressants parce qu'on sait jamais ce qui va se passer et sur quel médecin on va tomber et quel diagnostic on va encore devoir gérer. Et juste le fait, maintenant, elle commence à m'accompagner dans mes rendez-vous médicaux. Juste le fait qu'elle soit là, ça permet aussi
au bout d'un moment, si je me sens mal, je sais qu'elle est là. Ça peut permettre aussi de détendre l'atmosphère. Et je vois vraiment la différence entre quand je me déplace seule, et parce que je fais pas tous les accès publics tout le temps avec elle. Il y a vraiment une différence entre quand je me déplace seule et quand j'emmène Estia. Le ressenti... Ouais, ça fait toute la différence, même si ça peut apporter pas des problèmes, mais il y a toujours les gens qui passent plus de temps à nous regarder ou qui nous posent des questions, ou forcément, c'est toujours, est-ce que c'est un chien guide aveugle? Non. Il y a beaucoup ça, parce que en même temps, c'est pas un golden, donc les gens, ils sont aussi étonnés. C'est ce qui est totalement normal. Mais souvent, c'est difficile de leur dire, non, c'est mon chien pour moi, parce que mon handicap se voit pas tout le temps. Enfin, j'ai pas toujours ma canne. Et donc ça perturbe les gens. Donc ils pensent toujours que soit je suis une famille d'accueil, soit j'entraîne pour donner à un aveugle. Donc ça fait beaucoup de sensibilisation, mais en fonction des jours, c'est pas toujours simple. Mais sa présence est quand même essentielle et ça vaut le coup. Sa présence fait la différence, en tout cas on retiendra cette phrase. Et je te remercie Ludivine d'avoir confié tout ça à mon micro. Et puis je te dis à très bientôt sur les réseaux, peut-être en vrai. Merci à toi, ça m'a fait vraiment très plaisir de pouvoir un peu parler de notre projet. Et à très vite. À bientôt. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Ludivine pour sa persévérance pour la planification de notre enregistrement, et pour avoir inauguré le sujet du Owner Training que vous souhaitiez entendre depuis longtemps. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver des photos de Ludivine et Estia sur futureshienguide.fr et très bientôt la transcription intégrale de cet épisode. Alors je vous dis à bientôt pour le retour des épisodes sur l'univers méconnu des chiens guides aveugles.